Alors, peut-être qu'il faut passer à un deuxième volet, parce qu'il nous intéresse ici comme lecteur de la Bible, avec le mot juif. Comment on peut justifier, j'allais dire bibliquement, ces partis qui ont une vision illibérale, qui ont une vision antidémocratique, avec certains textes bibliques qui font place à l'étranger, à l'accueil de la différence, à l'accueil de... Oui, l'accueil de l'étranger, il y a des textes très très clairs là-dessus. Tout à fait. On peut comprendre cette évolution dure et fermée de cette... Parce que c'est l'homme qui étudie la Torah des mots ça se voit quand même. Tout à fait. Alors, je dirais que, enfin, pour moi, il y a deux hypothèses de travail pour essayer d'expliquer ce comportement-là et ces idées-là qu'il professe. La première, c'est lié à l'histoire même de l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est au sein des Juifs, ceux qui sont donc de stricte observance et qui décident de se retirer, de vivre en enclave, avec une sorte de frayeur vis-à-vis de tout ce qui est la modernité, et qui joue énormément de la, je dirais, de la rivalité avec l'Occident, qui porte sur l'Occident un regard extrêmement critique parce qu'il voit dans l'Occident libéral la source de toute corruption. Mais, après tout, ça existait également au XIXe et au XXe siècle, et c'est là ma deuxième hypothèse, c'est-à-dire qu'il faut associer cette crainte, cette frayeur vis-à-vis du monde non juif, vis-à-vis d'Athènes, par rapport à Jérusalem, qu'ils incarnent. Athènes, c'est l'esthétique, c'est le beau, et c'est donc tout ce dont il faut, je dirais, se prémunir. Et pourquoi ça prend encore plus d'importance en Israël d'aujourd'hui? Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, ils étaient en minorité, que ce soit en Hongrie, en Pologne, en Russie, etc. Et donc, ils étaient, je dirais, ils cultivaient plus le sentiment de l'enclave. Là, ils additionnent à cette vision très effrayée et effrayante de tout, l'univers qui n'est pas juif, le fait majoritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en Israël, il y a une majorité de juifs, aujourd'hui, c'est nous qui disons la loi, et nous sommes là, après des 2000 ans où nous nous sommes rétractés en quelque sorte, où nous nous sommes censurés, désormais, nous y allons brut des décoffrages, et donc... il y a là une sorte de lecture, on va dire fondamentaliste, pour ainsi dire, même si ce n'est pas un terme juif, mais qui met en avant, comme vous le disiez dans votre question, Jean-Luc, met de côté plus exactement tous les aspects universalistes, ou alors, quand on les interroge là-dessus, en disant « mais attendez, c'est quand même bien dans la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le commandement le plus répété de la Bible, il faut le dire, c'est « tu n'oublieras pas que tu as été étranger en Égypte ». Et en général, quand on les interroge là-dessus, ils répondent que oui, mais ça, c'est pour la fin des temps. Voilà. Mais dans le temps de l'histoire, il faut se méfier. Nous sommes entourés d'ennemis. N'oubliez pas qu'il y a la figure de l'ennemi juré qu'on appelle Amalek. Voilà. Et donc, c'est plus, je dirais, les accents qui existent aussi dans la Bible hébraïque, on va dire beaucoup plus particularistes. Cette justification, par exemple, sur se méfier du monde qui nous entoure, il y a cette phrase « tu seras un peuple qui régnera seul dans la solitude ». Voilà. Il force le trait. Alors attention, heureusement, ce n'est pas l'intégralité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une voie, malheureusement, je le dis en tant qu'Israélien qui y vit depuis 1974, je pense que c'est une voie qui n'aurait pas pu se développer ailleurs qu'en Israël, c'est-à-dire à partir d'une transformation de la condition juive, puisque effectivement c'est une condition majoritaire, mais là portée, je dirais, dans son excès le plus répugnant, le plus détestable. Heureusement, il suscite une grande méfiance et une grande hostilité. Il y a donc le fait même pour les orthodoxes, depuis le début du XIXe siècle, de vivre en enclave, à cause d'une méfiance vis-à-vis de la modernité qui est capable de tout corrompre, et donc le seul moyen de préserver la règle stricte de la Torah, c'est de s'enfermer au sein d'une communauté. Mais ça existait donc au XIXe siècle et également au XXe siècle, encore aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est toujours dans une condition minoritaire, où les Juifs sont minoritaires, où les orthodoxes sont minoritaires au sein de la minorité juive. Mais lorsqu'ils passent en Israël, au sein d'un État dit juif, au sein d'un État où les Juifs deviennent enfin une majorité, je dirais que là, je crois pouvoir tenir l'hypothèse qui explique
l'accent mis sur cette interprétation la plus particulariste du judaïsme, délaissant ou repoussant à la fin des temps l'application de cette dimension universelle du judaïsme. On est dans une phase de combat, il y a aussi un conflit à nos portes, et c'est la figure, en quelque sorte, d'Amalek qui en résulte, enfin qui est réactivée en quelque sorte, et appliquée donc notamment aux adversaires, aux ennemis, l'ennemi arabe, l'ennemi palestinien en particulier. Et tout cela donne effectivement à une sorte d'alliance assez troublante entre la nation et la religion. Alors bien entendu, attention, il faut le dire, il est très important même d'insister là-dessus, ce n'est pas l'ensemble du monde orthodoxe qui professe cette conviction-là, mais il y a quand même cette tendance plus marquée pour un particularisme avec une méfiance vis-à-vis d'un monde qui voudrait s'en prendre à cette petite communauté, y compris d'ailleurs les juifs libéraux, laïcs, etc. en Israël. Et voilà, et tout ceci a exacerbé une tendance qui existait, cette tendance particulariste, elle n'est pas étrangère au judaïsme, mais qui, encore une fois, se trouve exacerbée dans ce contexte d'un conflit, dans ce contexte d'une majorité. Mais voilà, mais un combat se mène, il faut le dire, un combat est mené parmi toutes les tendances du judaïsme pour la repousser comme étant une déviation, une déformation, une dénaturation du message juif, qui est d'abord un message universel. Mais est-ce que finalement cet intégrisme, on va dire, juif ressemble à celui des catholiques intégristes et surtout de l'islam radical, type tout ce qui s'est passé autour de l'État islamique? Est-ce que ça a un rapport ou ça n'a strictement rien à voir? Alors, d'abord, en fait, la question que tu poses, c'est la question du rapport à la violence. Dans quelle mesure cette vision politique ou théologico-politique s'accompagne d'un recours à la violence? Alors, c'est vrai que dans quelques franges extrémistes, on voit des passages à l'acte, mais qui ne sont pas organisés et qui n'ont pas, je dirais, pignon sur rue. Alors, il faut le dire d'abord parce que les services de sécurité, depuis l'assassinat de Rabin, savent que le mal peut venir de ce courant-là. Et donc, de ce point de vue-là, ils sont surveillés, contrôlés. Et puis, je dirais quand même que la majorité des gens religieux n'oublie quand même pas qu'un des commandements majeurs, sinon le plus important, c'est quand même « tu ne tueras point ». Donc, le rapport à la violence, certes, existe dans ces franges-là de ce sionisme religieux, mais il reste relativement marginal. Il s'en prend essentiellement aux Palestiniens, mais je dirais surtout qu'il est contrôlé ou muselé par le fait qu'il y a des institutions en Israël et que c'est elles qui exercent, comme on dit, le monopole de la violence, l'armée israélienne notamment. Donc à cet égard, non, je ne dirais pas qu'il y a identité, en tout cas dans l'évolution, mais on a réussi, par exemple, dans le vocabulaire politique israélien, à parler de terrorisme juif à côté d'un terrorisme palestinien, parce que c'est quand même s'ils ne sont pas aussi organisés, mais nous avons dans l'histoire des 20-30 dernières années, effectivement, des faits de violence qui leur sont imputés, avec arrestation à la clé. Mais je dirais que la stratégie aujourd'hui, c'est d'essayer de s'introduire et d'imposer leur vue par le biais de politique, par le biais de l'État, et notamment en occupant aujourd'hui des ministères, quand l'un d'entre eux, qui a une culture, je dirais, de petits voyous, de petits tracailles, se retrouve aujourd'hui ministre de la Sécurité nationale, c'est-à-dire ministre de la Police, oui, il y a de quoi s'inquiéter, et je dirais que c'est ça qui a expliqué aussi toute la mobilisation autour de la réforme de la justice, en se disant, là, on est en train de nous préparer un projet annexionniste, un projet théocratique, et il n'y avait que la Cour suprême qui était là pour nous protéger de cette incursion qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est au cœur de l'appareil d'État. Ça a été bloqué, cette réforme a été bloquée.
Alors, elle est suspendue, avec tout ce que le mot en français, comme en hébreu, de suspendre veut dire. Est-ce que c'est une suspension provisoire, une suspension définitive? Netanyahou s'apprête à en voter quelques éléments sans le consentement de l'opposition. Donc, on retournera vraisemblablement dans un clash, celui qu'on connaît depuis le mois de janvier, qui est un magnifique combat mené par les Israéliens démocrates, libéraux, qui sont attachés à une démocratie libérale en Israël. Et voilà, la difficulté, c'est que le mal ne vient pas de l'opposition, mais il vient du gouvernement, voilà, qui s'apprête à mettre en cause l'autonomie de ce pouvoir judiciaire qui est capital en Israël. Mais je crois qu'on peut compter sur les forces libérales et démocratiques en Israël, pour qui le bonheur de vivre dans l'État d'Israël est indissociable du fait qu'il doit rester une démocratie libérale.